citer à nouveau Freud. Un peu d'humour. Eh bien, Freud illustre les limites de la morale. D'une façon tellement drôle que je vais vous la lire. C'est l'histoire du cheval de Childa. Rappelez-vous l'histoire du cheval de Childa. Les habitants de cette petite ville possédaient un cheval dont la force faisait leur admiration. Malheureusement, l'entretien de la bête leur coûtait fort cher. On résolut donc, pour l'habituer à se passer de nourriture, de diminuer chaque jour d'un grain sa ration d'avoine. Ainsi fut fait. Mais lorsque le dernier grain fut supprimé, le cheval était mort. Les gens de Childa, dit Freud, ne surent jamais pourquoi. Quant à moi, dit Freud, j'incline à croire qu'il est mort de faim. Et qu'aucune bête n'est capable de travailler si on ne lui fournit sa ration d'avoine. Bon, ici, nous ne pouvons pas nous plaindre en Occident de manquer de ration d'avoine. Même l'avoine, c'est comme le blé, on sait ce que c'est en argot. On peut dire que certaine avoine nous est largement distribuée dans notre monde occidental. Et même une avoine de gadget, comme mon iPhone. Et aussi une avoine de permission. Au point d'ailleurs que l'anorexie prolifère, vomissant ce trop d'avoine. D'ailleurs, il y a le no-consume qui va proliférer, vomissant ce trop de blé. Mais je crains que nous ne soyons malheureusement, après tout ça, dans ce que Lacan appelle, à propos d'un patient, dans la proposition de 67, un champ d'épandage. Ah, est-ce que c'est des argentines, non? Me sigue de cualquier modo. Más o menos. Si? Ouais. Un champ d'épandage, ouais. Nous sommes dans un champ d'épandage, parce que quand même, l'épandage, que Lacan emploie, de quelle façon chic, de parler de la question merveilleuse d'un obsessionnel, c'est épandre, exposer, développer. Vous voyez, le développement qu'on met en place. Et, évidemment, sommes-nous dans une fosse, dans un creux, je le crains, sceptique, infecté, ou bien sceptique. Sceptique à un certain sens, sceptique au sens de incrédule, sceptique pas au sens des sceptiques, pas au sens du pensée qui doute et qui réfléchit, mais sceptique au sens de la foi dans le symbolique.
Et finalement, ce scepticisme, écrivez-le comme vous voulez, quant à la parole, c'est bien ce que la pensée de Freud disait à propos d'une certaine majorité compacte. C'est bien pourquoi cette année, la jonction de l'éthique et du politique s'est faite d'elle-même. Cette majorité compacte, c'est précisément ce qui nous fait interroger le lien social et ce que Stéphane Habib a nommé l'AVEC. L'AVEC, thématique du séminaire. Alors, ouais. Nous en sommes dans un moment où règne L', à servitude volontaire. Bon, ce joke, c'est juste une copie de celui de Lacan, avec la sujet, la sujétie, l'apostrophe. Enfin, il est quand même vrai que j'avais le sentiment parfois, par moments, d'être dans un monde qui n'est pas très loin du discours de la servitude volontaire et du de la contrainte, de l'être contraint, asservi et contraint, qui déjà, il y a bien longtemps, avait permis à un jeune homme d'à peine 18 ans de rédiger un réquisitoire contre la tyrannie, la servitude et la contrainte qu'elle impose. On le voit dans beaucoup de lieux. Et malheureusement, la servitude et l'apostrophe, c'est-à-dire être cet objet, ce que Lacan a appelé tous prolétarisés. Prolétaire, c'est celui qui est une bouche à nourrir. C'est la racine étymologique. Je ne sais pas si c'est encore ça, un prolétaire. J'ai peur que ce soit plus du côté de l'épandage actuellement. Sur le prolétaire, j'ai récemment entendu une émission où la thèse était que le prolétaire était le sang humain. Non, c'est vraiment nourrir. Pour nourrir. Et pour faire des enfants. C'est vraiment ça. Hein. Je n'ai pas ici ça dans mon ordinateur quelque part, mais faites-moi confiance, c'est vraiment je sais pas quoi, enfin voilà. Et en ce moment, on se demande s'il n'y a pas d'autre pulsion que la bouche à nourrir. L'ennui, c'est que la servitude ne sert pas tellement le lien, ne sert pas la philia, c'est-à-dire l'amour grec, celui n'est pas forcément l'éros, mais plutôt la lutte. Et Freud, dans son texte tardif, là, de 1937,
analyse avec fin, analyse sans fin. Dit avoir découvert avec joie, je le cite, que sa thèse de la pulsion de mort, du thanatos et de l'éros, Lacan dit mal reçu par les analystes, se trouvait déjà chez Empédocle. Et au fond, c'est une façon de dire qu'il y a les deux choses chez l'être humain et que Freud le trouve déjà chez Empédocle. Je vais demander à Stéphane de bien vouloir lire ça. Ainsi, le philosophe enseigne qu'il y a deux principes régissant le cours des événements dans la vie de l'univers comme de l'âme, qui sont éternellement aux prises l'un avec l'autre. Il les nomme philia, amour, et neixos, lutte. L'une de ces puissances, qui pour lui sont au fond des forces de la nature agissant pulsionnellement et en aucune manière des intelligences conscientes de leur fin, tend à agglomérer en une unité les particules originaires des quatre éléments. L'autre, au contraire, veut défaire tous ces alliages et dissocier les unes des autres les particules originaires des éléments. Vous voyez pourquoi la thématique de l'AVEC a cette importance et pourquoi il est considérable que Freud se réjouisse de voir ce savoir chez Empédocle, savoir qui n'est pas accepté, disons, par exemple, par Jung, disons. Il faudrait en déployer, mais sur un plan historico-politique, c'est une vieille thèse, d'accord, mais on est dans l'analyse avec fin et l'analyse sans fin, c'est 37, et c'est une thèse qu'il redéveloppe avec force au tout début de l'abrégé de psychanalyse, qui est encore un texte qui doit être 37, 38 ou 39, c'est inachevé, donc c'est peut-être 38 ou 39. Donc c'est un moment de l'histoire où il est assez important de rappeler ça pour Freud. C'est pas du tout un hasard. Là. Alors les deux principes fondamentaux d'Empédocle, philia et nexos, sont par le nom comme par la fonction l'équivalent de nos deux pulsions originaires, éros et destruction. Je continue. S'efforçant l'une de rassembler ce qui existe en une unité toujours plus grande, il dit exactement la même chose dans l'abrégé. L'autre de dissoudre ces unions et de détruire les formations qui en sont nées. Et c'est intéressant aussi de voir que, contrairement à ce qu'on dit, Thanatos n'est pas un mot de Freud. Il dit bien Eros et destruction, et Thanatos, Jones il le dit dans sa bio, dit qu'il n'a jamais trouvé écrit, et c'est juste, on peut regarder Thanatos sous la plume de Freud, en revanche, qu'il l'aurait utilisé au cours d'une discussion, et que ça a mieux fonctionné que destruction ou destruction, mais c'est un mot qu'on ne trouve pas, Thanatos, chez Freud. Pas écrit, en tout cas. Et alors, je trouve que, pour un extrait, une phrase de Freud. Et personne ne peut prévoir sous quel habillage le noyau de vérité contenu dans la doctrine d'Empédocle se présentera à des vues ultérieures. Voilà. Donc, vous voyez, sous quel habillage ce noyau de vérité se présentera. C'est donc écrit dans ce texte de Freud. Ça ne veut pas dire que l'ambivalence est un mélange entre la philia et le nexos, comme c'est trop souvent considéré. Non, selon Lacan, je partagerai ce point de vue, l'ambivalence serait mieux traduite par volens, nolens. Vouloir, pas vouloir. Vouloir, pas vouloir. Vous voyez qu'on sort un petit peu de cet imaginaire qui trop souvent est installé
dans l'ambivalence. Notre souci actuel, c'est que la place est laissée dans le champ d'épandage à quoi? Eh bien, à une certaine paranoïa. Une certaine paranoïa qui, à ce premier étranger qu'est le père, ne croit pas, reste sceptique, sceptique et sceptique. C'est-à-dire une paranoïa qui, si je puis dire, ne croit pas à l'étranger, pas au premier, et donc impossible ensuite de croire à l'étranger. Deux solutions. Le croire au sens de, non pas au sens imaginaire, de l'illusion, mais au sens symbolique, et deux solutions. Ou bien s'en méfier, voir la cause de tout mal, délirer, ou bien rester dans l'entre-soi, souvent, il faut bien le dire, avec la nature. Vous voyez que la formule de ce premier étranger permet de ne pas rester fixé sur ces discussions qui deviennent éternelles entre le père biologique, le père ceci, le père cela, ni l'harmonie homme-femme idéale et prédestinée, mais qui que ce soit qui joue le rôle de premier étranger. Et, si vous voulez bien écrire, faire ça. Et la formule essentielle, qui est freudienne, c'est donc Versagen des Glaubens. Decir que no a la creencia. ¿Me entiende? ¿La mejor? No creer en nada, especialmente creer extranjero. Lacan relève Freud à tous les sens du terme relève. Relever, c'est en dessous. C'est si Lacan relief, relief et relève, c'est la même chose. Relève, il a dit, c'est le Bouddha. Traduction de la haute boule. On peut dire de toutes sortes de façons. Médiation. Jubilation. En tout cas, je trouve que Lacan relève cette thèse freudienne et il insiste pour ce qui s'appelle Versagen des Glaubens. Versagen, c'est le refus, c'est comme le refus, dire que non, le dire que non, on va dire, le refus. Pas le rejet, je viens de dire. C'est ce qu'il va dire d'Antigone, si je ne m'abuse. Des dires, ouais. Donc, Lacan précise dans la paranoïa, chose curieuse, Freud nous apporte ce terme que je vous prie de méditer dans son jaillissement primordial, dit Lacan. Ce premier étranger, par rapport à quoi le sujet a à se référer d'abord, le paranoïaque n'y croit pas. Remarquez que dans cette phrase,
il n'est pas écrit le père, mais le premier étranger. Je peux vous demander comment vous entendez le terme croyance là? Parce que c'est très important en fait. Ouais. Justement, c'est ce que j'avais écrit ensuite, c'est-à-dire que la croyance, c'est ce que c'est de dire tout à l'heure, ça n'est pas dans le registre imaginaire. Oui, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que ça n'est pas l'illusion. Ça n'est pas, je raconte toujours l'histoire de cette gitane